Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Voici tout de suite les titres que nous allons développer dans cette édition. Le port de Cergy va changer de visage. D'importants travaux d'aménagement sont prévus pour mettre aux normes la marina du port de l'agglomération, avec un objectif, accueillir 200 bateaux de plus de 10 mètres. Une nouvelle zone de biodiversité vient de voir le jour à l'Isle-Adam. Une parcelle de 11 hectares le long de l'Oise a été aménagée pour accueillir toutes sortes d'espèces d'oiseaux, de poissons et de fleurs. Visite guidée, ce sera en fin de journal. Le port de Cergy va entamer sa modernisation. D'importants travaux d'aménagement sont prévus pour mettre aux normes la marina, avec un objectif, obtenir 200 bateaux de plus de 10 mètres. Un nouveau port de Cergy qui pourrait voir le jour d'ici 2023. Toutes les explications avec Julien Bortouzo. Nouveau ponton et système de récupération des eaux usées, 500 000 € d'aménagement ont été investis pour permettre à Port Cergy de décrocher la certification AFNOR Port Propre. Mais aujourd'hui, c'est bien Port Cergy 2 qui est dans toutes les têtes. Nous améliorons Port Cergy actuellement pour faire de Port Cergy un port propre, un des premiers en France. Et puis il y a bien sûr la deuxième étape. Et j'ai écouté tous les partenaires qui étaient là. Et tous les partenaires disent qu'ils sont prêts à travailler avec nous pour développer Port Cergy 2 qui deviendra l'endroit de Cergy-Pontoise. Mais au-delà de Cergy-Pontoise, l'endroit touristique de référence. 25 ans après l'ouverture de la marina, la création de Port Cergy 2 paraît inévitable, car malgré un taux de remplissage de 97%, Port Cergy ne parvient pas à atteindre le seuil de rentabilité. En cause, un projet mal pensé. Port Cergy, au départ, c'était 110 places d'une moyenne de 8 mètres. On s'est rendu compte que ça ne correspondait pas du tout à la loi de l'offre et de la demande. Donc aujourd'hui, on est plutôt sur 70 places, avec une moyenne de taille de 14 mètres. Et c'est ce créneau-là qui correspond à la demande des navigateurs fluviaux. Port Cergy 2 devrait donc permettre d'atteindre cette rentabilité et accueillir environ 200 navires de plus de 10 mètres. Comme l'actuelle marina, Port Cergy 2 sera accompagné d'aménagements pour attirer plus de touristes. À Port Cergy 2, on va tout construire, puisque aujourd'hui il n'y a pas de bassin. Donc il y a un bassin, il y a les aménagements tout autour, développer les commerces, parce que bien évidemment c'est important, mais aussi et surtout les parkings. Puisque le vrai problème de Port Cergy actuel, c'est qu'il n'y avait pas eu de parking conçu au démarrage. Donc là, on va dans une étape où on va concevoir aussi l'ensemble, je dirais, de la vie quotidienne de Port Cergy 2. Actuellement en phase d'acquisition de 12 hectares de terrain, les acteurs espèrent voir le nouveau port de Cergy aux alentours de 2023. En bref, maintenant, la pénurie de carburant touche toujours le Val d'Oise. Les automobilistes font face à d'importantes files d'attente dans les stations-service. Certaines sont d'ailleurs obligées de fermer en attendant la prochaine livraison de carburant. La préfecture du Val d'Oise a interdit aux automobilistes d'utiliser des bidons et des jerrycans pour stocker de l'essence, et ce jusqu'au 31 mai. Les autorités rappellent que le manque d'essence dans les stations est dû à une nette hausse de la consommation. Toujours en bref, une pétition a été lancée auprès du Parlement européen contre l'urbanisation du triangle de Gonesse et son grand projet de centre commercial et de loisirs Europa City. C'est le député européen écologiste Pascal Durand qui a annoncé la saisine de la commission des pétitions du Parlement. La pétition accuse l'EPA Plaine de France de violation de plusieurs directives européennes par le projet de ZAC du triangle de Gonesse. Plus d'infos sur cette information donc sur notre site internet vonews.fr. C'est probablement l'une des plus grandes zones de biodiversité aménagées de la région. La ville de l'Isle-Adam a inauguré ce week-end un espace de 11 hectares baptisé La Rosière. Frayère à brochets, prairies, arbres, cette zone va continuer à évoluer au fur et à mesure. Visite guidée avec Florian Philippe. C'est un nouveau havre de paix à quelques mètres des maisons de l'Isle-Adam. Baptisée La Rosière, cette zone de biodiversité de 11 hectares est un véritable paradis pour les plantes, les oiseaux, mais également les poissons, à l'image de cette grande frayère à brochets. C'est une frayère j'espère, on l'aperçoit derrière un peu, qui sera, alors la frayère à brochets, c'est ce qui permet donc d'une reproduction qui a lieu en général, je pense, dans du mois de janvier au mois d'avril à peu près, je crois mars ou avril, là où l'Oise est très haute, l'eau rentre, on ferme l'ouvrage, est clapé, c'est tout un système, et les petits brochetons se reproduisent. Et après on rouvre et hop, c'est reparti. Mais tout ça, ça va
faut imaginer tout vert et que le naturel revienne. Situé le long de la rivière l'Oise, cet espace est accessible via des chemins sinueux qui parcourent l'endroit. Mais attention, priorité à la végétation et aux animaux. Il faut le respecter, je pense que les gens vont le comprendre, ils sont également très demandeurs, hein. On a eu énormément de questions là-dessus, que les gens apprécient. Pas toujours évident à comprendre pourquoi c'est long, c'est comme ça, mais les explications font que c'est accepté. On peut entrer, il y a donc 4 entrées, les vélos sont acceptés également en restant sur les petits chemins, et il ne faut pas qu'ils traversent, mais bon, on a mis des petits panneaux, on leur a mis des bancs naturels, des bancs de pierre avec corbeille bien sûr, les chiens tenus en laisse. Je pense que tout ça, ça va prendre forme tout doucettement. La Rosière deviendra évidemment un espace pédagogique important où les écoliers de la ville viendront observer et comprendre la nature. D'autant que l'espace va être complété en compensation du futur projet de port fluvial dans la ville. Ici, c'est l'endroit où vous allez avoir une énorme mare, ce qui entrera dans les compensations du port. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on espère que ce sera cet automne 16. Alors, énorme mare, un grand verger qui se sera, vous voyez le toit de la maison là-bas, enfin le haut, le verger fera, enfin, je n'ai pas oui, il fera bien 150 à 200 mètres de longueur et on va dire 50 de large, où les gens pourront venir cueillir pommes ou autres et partager la dégustation du fruit. Et là, ça va être quand même assez superbe ça. J'ai hâte. En attendant la zone de biodiversité, la Rosière est déjà bien arborée. 149 arbres ont été plantés par les Adamois à l'occasion de la COP21. Des animaux viendront compléter l'espace d'ici quelques mois. Voilà, ce journal est terminé. Je vous en rappelle le principal titre. Le port de Cergy va changer de visage. D'importants travaux d'aménagement sont prévus pour mettre aux normes la marina du port de l'agglomération, avec un objectif, accueillir 200 bateaux de plus de 10 mètres. Merci d'avoir suivi ce journal. N'oubliez pas que l'info continue sur notre site vonews.fr. À demain. Des tombes aux accents polonais, il y en a plusieurs centaines dans ce cimetière de Montmorency. Cette histoire commence en 1830. À cette époque, la Pologne n'existe plus et après l'échec de l'insurrection contre l'occupant russe, de nombreux Polonais prennent la route de l'exil. Beaucoup d'entre eux s'installent à Paris. Les deux plus connus, le général Kniazewicz et l'écrivain Niemcewicz, découvrent Montmorency et tombent sous le charme de la ville de Jean-Jacques Rousseau. Ils demanderont à y être inhumés et seront les premiers d'une longue liste. Nous nous trouvons au cimetière des Champeaux, où il y a plus de 270 personnalités polonaises qui sont inhumées, et ce depuis 1841, et l'enterrement de Niemcewicz ici à Montmorency. Le cimetière des Champeaux est une terre sacrée qui détient la valeur de polonité. La polonité, c'est en fait la défense de la tradition, de la culture de la nation polonaise, à un moment de l'histoire où elle n'existait plus, soit de 1797 à 1918. Elle n'existait plus physiquement. Cette terre du cimetière des Champeaux est un bout de la Pologne et concentre les valeurs patriotiques polonaises. Donc, il y a celle-ci d'un général très important pendant la Seconde Guerre mondiale. Souvent appelé le panthéon de l'immigration polonaise, le cimetière des Champeaux de Montmorency est le plus grand cimetière polonais de France. Terre sacrée et lieu de mémoire, il est le symbole de la résistance polonaise contre toutes les formes d'oppression. Ce mur du souvenir avec ses plaques est là pour commémorer justement tous les Polonais qui ont combattu pendant la Seconde Guerre mondiale dans des réseaux de résistance ou dans les forces armées libres contre les nazis, dont notamment le groupe de résistance Paun, très connu des Polonais. La présence polonaise à Montmorency ne s'arrête pas au cimetière. On la retrouve dans la collégiale Saint-Martin. L'église abrite plusieurs souvenirs de la colonie polonaise. Le plus imposant est ce monument funéraire. On se trouve devant un cénotaphe des personnages Kniazewicz et Niemcewicz. Ces personnages sont des aristocrates et des hommes d'État polonais qui ont dû migrer en 1830 à la suite de la révolution avortée contre l'occupant russe. Et pour célébrer leur engagement
pour la culture polonaise et l'État polonais, la communauté polonaise en exil a décidé de créer ces 2 cénotaphes pour célébrer ces 2 personnages. Un cénotaphe, qu'est-ce que c'est? C'est un monument funéraire dans lequel il n'y a aucun reste des personnalités qui sont représentées. Pour mieux comprendre la vie de ces exilés polonais et leur emplacement dans le cimetière des Champeaux, l'Office de tourisme a créé une carte interactive. L'idée, c'est un plan du cimetière interactif sur lequel on peut sélectionner les tombes et avoir la biographie des personnalités qui sont inhumées. Alors ce qui est intéressant, c'est que ça marche également sur smartphone et sur tablette. Comme ça, on peut se rendre directement sur le lieu et faire sa propre visite libre du cimetière. Pour ceux qui préfèrent le contact humain, des visites guidées classiques sont proposées toute l'année. Voici l'Agaricus bisporus, plus connu sous le nom de champignon de Paris. Mais de Paris, il n'a gardé que le nom. Depuis bien longtemps, ce champignon n'est plus produit dans la capitale. Aujourd'hui, il vient principalement de Chine ou de Pologne. Seuls quelques producteurs français résistent encore. En Île-de-France, ils ne sont plus que 4. Bruno Zamblera en fait partie. Installé à Méry-sur-Oise, sa famille fait du champignon depuis 4 générations. Mais Bruno sera peut-être la dernière. La production du champignon en France va tenter à disparaître. Voilà. La plus grosse concurrence vient des pays de l'Est, en l'occurrence la Pologne. Au jour d'aujourd'hui, les Polonais, en l'occurrence, peuvent se permettre d'exporter un produit fini, moins cher que notre coût de production dans l'Hexagone. Pour survivre face à la concurrence étrangère, Bruno Zamblera s'est adapté. Il ne travaille que sur 10% de l'exploitation et ne produit que 700 kg de champignons par semaine. Son père, à l'époque, en sortait 1 tonne par jour. Bruno Zamblera n'utilise aucun produit chimique et privilégie une filière de production la plus courte possible. Le champignon que vous voyez ici, qui est ramassé ce jour, est emballé et expédié le jour même. Donc, vu qu'il est vendu en réseau court, il ne reste pas chez nous. Bruno Zamblera ne fait pas que du champignon de Paris, il produit 9 autres variétés de champignons, pied bleu, l'arengui, le shiitake et la pleurote. Des champignons qui poussent sur un support étonnant. Ce champignon se développe sur du substrat, qui est en l'occurrence que de la paille. Il se développe à travers le sac, comme celui-ci, parce que vous avez quelques petits trous sur ces parties latérales, où le champignon va chercher l'oxygène et la lumière. Donc il va uniquement se développer à cet endroit-là. Voilà, c'est pour ça que vous avez ici une grappe de champignons bien déterminée, bien définie. Bruno Zamblera vend ses champignons le samedi matin sur l'exploitation et sur le net. Bruno ne vit pas de la production de ses champignons, il a une autre activité pour boucler ses fins de mois, il est dépanneur. Un deuxième métier indispensable pour préserver l'exploitation familiale et continuer à produire des champignons de qualité dans le Val d'Oise.